Surtout avec une casquette d'environnementaliste de Bruxelles dans le contexte actuel. Mais je vais faire de mon mieux. Alors, comme beaucoup d'entre vous dans la salle, en plus d'être environnementaliste, je suis aussi mère de famille. Et je dois dire que j'ai peur. J'ai peur du monde qu'on est en train de leur laisser. Cette peur me ronge, mais je ne veux pas me permettre de la laisser me figer. Et ce que je veux, c'est leur apporter de l'espoir. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille tous les jours. Et c'est pour ça que je suis contente d'être aujourd'hui ici avec vous pour discuter ensemble des solutions pour l'agriculture de demain. Alors, le petit boîtier est là, j'imagine. Je ne sais pas comment l'utiliser, du coup. Généralement, il faut appuyer sur vert. Le vert. Bah, c'est tout simple. Voilà, parfait. Donc, j'ai quelques petites diapos pour mon intervention. Je voudrais juste commencer avec quelques mots sur mon organisation parce que, en fait, le Bureau européen de l'environnement, ça sonne très institutionnel. On nous confond souvent avec l'Agence européenne de l'environnement, mais nous ne sommes pas l'Agence européenne de l'environnement, nous sommes une ONG, donc je vais revenir dessus. Puis je vais évidemment me revenir sur le contexte actuel, comment ne pas y revenir, et faire une comparaison entre 2019 et 2024, parce qu'il faut savoir qu'on est à quelques mois des élections européennes, qui nous occupe beaucoup à Bruxelles. Et le contexte en 2019, c'était avant le Covid, n'était pas tout à fait le même. Puis, je vais évidemment dresser un bilan, un constat, un état des lieux en termes de ressources naturelles, de l'état de notre biodiversité, du changement climatique, des défis d'aujourd'hui, pour ensuite vous proposer des pistes à discuter ensemble pour le futur, en tout cas un futur qui, pour nous, serait souhaitable. Donc, le BEE, alors, c'est notre... Donc, comme je disais, nous ne sommes pas l'Agence européenne de l'environnement. Nous sommes la plus grande fédération d'ONG environnementales à Bruxelles. Nous représentons 180 organisations membres partout dans l'Europe, pas que l'Union européenne. Et donc, à ce titre, on représente plus ou moins 30 millions de sympathisants individuels. Et nous sommes à Bruxelles depuis quelques années maintenant. On va célébrer nos 50 ans cette année d'expertise en matière de politique environnementale de l'Union européenne. Nous sommes connus aussi pour notre diversité, notre éventail d'expertise, on va dire. On s'attaque aux problèmes environnementaux les plus urgents de l'Europe, mais de manière assez compréhensive et systémique. Donc le climat, la nature, la santé, la transition économique, mais on a aussi par exemple une équipe qui travaille sur les aspects globaux, puisque l'UE n'est pas isolée dans le monde. On est aussi, évidemment, on travaille, alors là, parce que peut-être que vous ne reconnaissiez pas mon logo, enfin le logo du EEB, et je ne vous tiendrai pas rigueur pour ça, mais par contre, j'imagine que vous reconnaissez beaucoup de logos ici sur cette diapo, notamment le WWF ou d'autres organisations comme Greenpeace, avec lesquelles, évidemment, nous travaillons à Bruxelles sur les différentes politiques que j'ai évoquées juste avant. Donc revenons sur le contexte, 2019-2024. En 2019, à peu près à la même période, à 5 mois des élections européennes, plus ou moins, parce que les élections européennes auront lieu en juin, comme vous le savez sûrement, on avait des milliers de jeunes dans la rue, qui sortaient dans la rue suite à la publication d'un rapport qui est devenu un rapport phare du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire à 1,5 degré. Et ce rapport urgeait tous les États à mettre en place toutes les politiques nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Et c'est ce que ces jeunes demandaient dans la rue, fortement, de manière coordonnée dans différents États de l'Union européenne. Et c'est de là qu'est né le Pacte vert. Le Pacte vert qui a été porté donc, par la présidente de la Commission européenne, qui a un objectif ultime, qui est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et de faire de ce fait l'Union européenne le premier continent à atteindre la neutralité carbone. Et
ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que c'est un projet systémique, c'est un projet qui touche différents secteurs, et donc il y avait évidemment, il y avait beaucoup de propositions dans le cadre de ce projet, mais l'agriculture et l'alimentation, évidemment, n'étaient pas épargnées et faisaient partie intégrante de ce projet, puisque l'agriculture et l'alimentation ont un rôle important à jouer. 5 ans plus tard, on est face à des agriculteurs qui sont dans la rue. En France, ça s'est calmé. Bon, on voit encore des agriculteurs bio qui ne sont pas satisfaits de ce qui a été proposé et acté au niveau du gouvernement ou au niveau européen. Mais on voit que ça ne se calme pas forcément dans les autres États. Je pense notamment à l'Espagne, mais nous, comme je disais, on a des membres un peu partout et les manifestations continuent ailleurs en Europe. Et ces manifestations sont finalement, pour nous, le témoin d'un système qui est à bout de souffle, un système alimentaire, et vous l'avez dit un peu avant, qui est malade. Et les agriculteurs, finalement, en sont victimes. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils manifestent aujourd'hui. En revanche, on déplore, et je vais revenir dessus, les réponses qui ont été apportées, qui sont court-termistes et qui ne permettront pas vraiment de résoudre le problème de fond et qui risquent de mettre en péril l'objectif de 2050 qui est nécessaire, non pas juste à l'agriculture et à l'alimentation, mais pour tout le monde, pour avoir un futur vivable. Donc maintenant, le constat, et je sais que l'intervenant qui suivra va revenir dessus, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette diapo, mais en 2009, Johan Rockström conceptualisait avec d'autres scientifiques les limites planétaires afin d'identifier les processus qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. À l'automne 2023, l'année dernière, on nous alertait du franchissement d'une 6e limite planétaire, celle du cycle de l'eau. Il y a 9 limites planétaires. Et à partir du moment où on dépasse l'intégralité de ces limites, eh bien, c'est les conditions de vie sur Terre de l'espèce humaine qui seraient fortement mises à mal. Et je trouvais aussi intéressant de voir la progression assez alarmante et inquiétante de 2009 à 2023, où, comme vous pouvez le voir sur la diapo, on est passé de 3 dépassements à 6. Il nous en reste 2, et dans les 3 qui nous restent, il nous en reste 3, excusez-moi, et il y en a une qui est déjà sur le point d'être dépassée. Le constat, on continue. Alors, quels sont les chiffres? Quels sont les défis pour le secteur et pour nous tous? Au niveau de la biodiversité, c'est 70 à 80% des insectes en moins, vous êtes les premiers à le voir de toute façon, plus que nous, dans vos fermes, qui ont disparu dans les paysages européens mixtes agro-industriels. 70 à 80% des insectes ces dernières années. C'est fulgurant et très très inquiétant, évidemment. Et quand on pense au rôle essentiel des insectes dans l'agriculture elle-même, la pollinisation, évidemment, ça nous inquiète et ça vous inquiète. 1 demi-milliard d'oiseaux en moins de 40 ans, et évidemment, il y a un lien de corrélation entre les deux, puisque ce sont des oiseaux qui sont particulièrement dépendants d'insectes. On parlait des sols tout à l'heure, mais voilà, j'ai les chiffres. C'est les chiffres officiels de l'Union européenne. Entre 60% et 70% des sols de l'Union européenne qui sont en mauvaise santé. Et ce chiffre est certainement une sous-estimation puisqu'on a peu de données encore sur la biodiversité de nos sols et on sait à quel point elle est importante, mais on n'a pas suffisamment de données là-dessus. En termes de climat, l'alimentation, 30% des émissions de gaz à effet de serre à échelle mondiale qui sont attribuées au système alimentaire. Nous surconsommons, c'est un fait, c'est scientifiquement avéré, nous surconsommons des protéines animales de manière insoutenable. Et 20%, et ça c'est extrêmement choquant, 20% de la nourriture qui est produite dans l'Union européenne est jetée, perdue ou gaspillée. Maintenant, le constat au niveau politique, au niveau de la réglementation, au niveau des incitations, qui sont là aujourd'hui des outils que nous avons à notre portée. Alors je commence avec la PAC, évidemment, comme on dit à Bruxelles, l'éléphant dans la pièce, c'est comme ça qu'on la surnomme.
Aujourd'hui, la PAC, elle est en décalage avec les défis que j'ai mentionnés juste avant. Elle n'a pas permis d'initier, de lancer cette transition qui est pourtant nécessaire et urgente sur la base des chiffres que je vous ai montrés. Elle est aussi injuste. On sait que 80% des aides vont à 20% des exploitations aujourd'hui. Et puis, elle ne permet pas aussi de mettre un terme à un défi qui a été mentionné aussi par Erik Orsena avant, qui est le déficit démographique, qui est vraiment, c'est pas un gros problème évidemment, aujourd'hui dans le secteur agricole. Et cette PAC ne permet pas de remédier à ces problèmes. Elle n'est plus en phase avec les défis. Elle l'a été, évidemment, quand elle a été mise en place, ça a été une politique qui a été, qui a bien réussi, qui a été adaptée aux réalités du moment. Adaptée aux réalités du moment, tout à fait, mais j'avais un mot en anglais qui me venait dans la tête, pardon, du coup, impossible de le traduire. Alors qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout. Et c'est vraiment important qu'on réfléchisse ensemble parce que cet outil est là, c'est quand même important, c'est 33% du budget de l'Union européenne, c'est quand même considérable. On parle de 58 milliards d'euros par an, on peut les utiliser pour cette transition. On est face aussi à des injonctions contradictoires et un manque de cohérence des politiques et des incitations. Ça marche pour la PAC, mais ça a été mentionné aussi tout à l'heure. D'un côté, les agriculteurs sont poussés à produire toujours plus, mais dans une incohérence totale avec les limites planétaires. Et puis finalement, ils sont aussi coincés dans un système où les externalités négatives, donc le coût sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le climat, ne sont absolument pas reflétés dans les prix dans les supermarchés et ailleurs. Et du coup, on se retrouve avec un état de fait qui est que l'alimentation qui a le plus de coûts sur notre environnement est la moins chère. Et donc, il y a cette demande qui est là et qui est forte pour ce type de produits. Ça ne devrait pas être le cas. Et puis, finalement, on est face aussi à souvent, au niveau politique, des réponses qui ne sont pas visionnaires, qui sont centrées sur le court terme, la gestion de risques au court terme, qui sont parfois dangereuses et qui sont inappropriées et qui peuvent éventuellement aller à contresens. Et là, évidemment, je vais revenir sur les réponses qui ont été apportées à la crise ces dernières semaines, mais même en amont. Alors, je ne sais pas si vous êtes très, très familier avec le Pacte vert, j'imagine que certains d'entre vous le sont. Dans ce pacte vert, il y avait la proposition, enfin l'idée, il y avait la stratégie à la fourchette et vraiment une approche systémique du système alimentaire qui est essentielle pour régler les problèmes d'aujourd'hui. On ne peut pas croire que, et on ne peut pas imaginer que ce sont les agriculteurs qui doivent régler un problème systémique à eux seuls. C'est complètement fou. Il était proposé d'avoir une loi cadre sur les systèmes alimentaires durables. Malheureusement, cette idée a été abandonnée. Elle a été abandonnée il y a quelques mois et elle ne sera pas proposée sous ce mandat. Pour la PAC, on a vu qu'une réponse immédiate a été d'octroyer une dérogation supplémentaire pour la BCAE 8, donc c'est pour les zones non productives pour la biodiversité. Mais si on met ça en parallèle avec les chiffres que j'ai donnés avant, les 70%, 80%, ça n'a pas de sens, c'est extrêmement dangereux, même sur le moyen terme. Et puis, bon, les règlements sur les pesticides, ça a été mentionné par Erik Orsena avant, qui a été rejeté avant la crise par le Parlement européen et qui a été annoncé malheureusement comme abandonné par la présidente, ou du moins reporté. Et puis, il y a eu aussi cette semaine une grande annonce qui a été faite par la Commission. Ce sont les objectifs climat pour 2040, pour rester dans cette trajectoire de neutralité carbone. Et nous, on avait vu des versions, on appelle ça des leaks, enfin des versions qui avaient fuité juste avant. Et dedans, il y avait un objectif chiffré pour l'agriculture. Cet objectif a disparu. Cet objectif permettrait pourtant d'avoir cette idée de trajectoire et puis de travailler ensemble avec les outils existants et peut-être de nouveaux existants à atteindre cet objectif. Mais malheureusement, il a disparu de cette proposition. Et donc, il n'est plus du tout dans les textes et il n'y aura pas cette incitation à trouver des solutions ensemble. Donc, quel futur pour nous? Enfin, en tout cas, comment on voit et ce qu'on propose en tant que représentante de la société civile et des ONG environnementales? Eh bien, un futur où l'agroécologie serait la norme, où l'argent public soutiendrait et récompenserait les activités qui mènent à une société plus saine. Alors, je pense notamment aux paiements pour la transition, je l'ai mentionné avant, mais aussi les paiements pour les services écosystémiques, les services qui ne sont pas rémunérés par les marchés, et donc il est tout à fait
normal et justifié que la politique publique vienne rémunérer des services écosystémiques. Un secteur agricole plus diversifié et surtout plus résilient aux crises. On l'a vu, c'est nécessaire pour faire face aux crises qui seront de plus en plus nombreuses, même si on reste dans les trajectoires de neutralité carbone d'ici à 2050. On le voit aussi avec l'instabilité géopolitique. Une économie rurale inclusive, juste, attractive pour les nouvelles générations, c'est nécessaire puisqu'on voit ce déclin démographique. Et quand je dis inclusif, je pense aussi au rôle des femmes. C'est assez intéressant. Non pas que... Alors, je suis contente de représenter la gente féminine, mais il y a quand même, on voit, quand on voit le nombre d'intervenants qui sont plutôt masculins et pas féminins, donc on a un petit décalage. On voit pourtant dans la littérature que les femmes sont moteurs, enfin dans les travaux de recherche, c'est intéressant, elles sont souvent moteurs à l'échelle de l'exploitation de la transition. Il y a beaucoup d'ouvrages qui vont dans ce sens-là, et pourtant, elles sont encore en minorité à la tête des exploitations en Europe. Et c'est la même chose d'ailleurs dans les politiques. C'est pareil au niveau politique, ce n'est pas encore équitable, il y a que ce soit au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission. Et enfin, une agriculture qui soit la base d'une alimentation saine en Europe, de saison, plus végétale et plus locale. Donc alors comment y arriver? Alors quelques idées à discuter ici. Donc, investir pleinement aujourd'hui dans la transition, avoir cette vision, cette trajectoire et y aller. Le statu quo, rester figé, ça n'est plus une option, et c'est délétère et dangereux pour tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez, Faustine, par transition dans quel domaine? Au niveau des assolements, au niveau de quoi? Au niveau des pratiques, oui, mais pas que, aussi au niveau de la consommation. Donc c'est vraiment une transition globale pour le système alimentaire. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir une production durable sans consommation durable. Enfin, c'est insensé. Donc il faut vraiment avoir une transition systémique. Je vois qu'on m'a enlevé mes diapos entre-temps. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Du coup, évidemment, il y a ce mécanisme d'incitation qui est la PAC, mais il faut aussi qu'il y ait des investissements privés. Il n'y a pas que le public, il faut que tout se coordonne. Mais dans le cas des subventions publiques, eh bien, il faut progressivement transiter vers des paiements écosystémiques, pour des services écosystémiques, et vers cette transition plutôt que des paiements à l'hectare. Donc là, je suis assez clair sur le genre de revendication qu'on peut avoir, mais évidemment, ça doit se faire de manière progressive. Et c'est pour ça aussi qu'il faut penser à un mécanisme de transition juste, parce qu'il serait complètement naïf de penser que la transition soit juste et qu'il n'y aura pas de perdants. Il y aura évidemment des perdants, il faut les identifier et les accompagner. Et je reviendrai dessus après, mais c'est aussi peut-être une des faiblesses du pacte vert, c'est que la transition juste, même si on en a beaucoup parlé, elle n'a pas été réfléchie en amont du projet, et on voit que le pacte vert a été dilué vers la fin, en partie à cause de ça. Et des conditions équitables, évidemment, dans la chaîne de valeur pour les agriculteurs. Je pense notamment au prix, qui est une revendication assez forte aujourd'hui dans les manifestations. Il faut mettre l'accent sur la performance, la responsabilité, mais pour ça, il faut des objectifs. Il faut des objectifs chiffrés et des indicateurs. Et donc le rôle de la science est très important là aussi. Évidemment, il faut une nouvelle gouvernance du système alimentaire. Donc je disais aussi le rôle des différents acteurs, notamment, je pense, la grande distribution et autres. Une approche différente de la gestion des risques. Donc pour l'instant, on est quand même encore dans une approche plutôt réactive, coup par coup, pas préventive. Il faut vraiment, on peut anticiper les risques à venir et soutenir une administration plus transparente et numérique, et puis évidemment du dialogue et de la participation. Et c'est là-dessus que je voudrais finir avec quelques points, quelques ingrédients, on va dire, nécessaires pour ce futur et pour ces différents outils. Il est nécessaire vraiment que les prises de décision politiques soient fondées sur la science. Ça doit vraiment être au cœur de la prise de décision. Il faut une transition juste. Sans transition juste, il n'y aura pas de transition. Qu'on se le dise, il faut vraiment, c'est très important, ce pacte social. Une approche participative du dialogue, comme cet événement aujourd'hui. Discuter, trouver les solutions ensemble. Et je tiens peut-être à préciser ici que mon organisation, et à titre personnel d'ailleurs, on fait partie du groupe stratégique
dialogue qui a été initié par la présidente de la Commission européenne. Et on essaiera de trouver des solutions ensemble avec les différents acteurs. Une approche systémique, comme j'ai dit, on ne peut pas séparer la production de la consommation, c'est complètement illusoire, c'est important vraiment de regarder l'intégralité des acteurs de la chaîne. Et finalement, du courage politique, mais peut-être pas que du courage politique, du courage pour tout le monde, parce que oui, changement, oui, ce sera doucement, ce sera difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire, parce que le coût de l'inaction, il ne fait que grandir, donc il faut garder ça en tête. Et aussi, il ne faut pas tomber dans le piège de la polarisation, évidemment, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera. Merci. Merci, Faustine. Alors, vous restez là. Éric Orsena, une petite réaction. Ça vous inspire quoi, ce que vient de dire Faustine? Alors, on est dans une situation où on ne peut pas faire sans l'Europe. Et l'Europe, c'est extraordinairement compliqué parce qu'on est 27. Et dans des situations extraordinairement différentes. On l'a vu avec la réaction et dans le long terme. On a vu la réaction avec l'Ukraine. Au début, on accueille tous les produits ukrainiens. Et puis, étant donné que les conditions de production n'ont rien à voir en Ukraine et chez nous, on dit, attends, c'est pas possible. On les soutient, mais ils sont en train de tuer notre agriculture. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que, vous l'avez très bien dit, ça touche absolument tous les secteurs. Tous les secteurs. Et même les secteurs clés, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la gouvernance, qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que c'est tout ça, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Moi, il y a deux choses qui me frappent, connaissant assez bien les institutions européennes. D'abord, qu'on ait des objectifs clairs. Il y a impossibilité de savoir ce que donnerait, quels seraient les objectifs en production à 10 ans de la communauté européenne. Qu'on sache dans n'importe quelle feuille de route, on a un objectif. Donc ce n'est pas seulement les moyens, c'est les buts aussi. Vous voyez, en termes de production alimentaire, quelle est notre obligation? Première chose. Et donc le savoir. Et on ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, ce que si une grande partie passait en bio, qu'est-ce que ça donnerait en production? Si on diminuait dans l'état actuel de la science, la diminution rapide de tous les cides, qu'est-ce que ça donnera en diminution de production? Donc vous voyez ce genre de choses, premièrement. Mais il y a quelque chose qui me semble encore plus important que ça. C'est-à-dire qu'il y ait un projet commun. J'ai vécu ça parce qu'il se trouve que, toujours en reporter, j'ai accompagné les 2 dernières années de la construction de l'Airbus A380, qui a été un échec commercial, mais une formidable réussite technique. Et s'il n'y avait pas eu ce projet, comme il y a eu Erasmus, comme il y en a eu d'autres, mais au fond assez peu, eh bien, le ciel entier du monde serait Boeing. Et l'Europe a existé, ça. Donc, si par exemple on prenait un plan protéines européen, un PPE, plan protéines européen, qui donnerait une part déterminante à la luzerne. Par exemple, au hasard, prenons cette légumineuse. J'attendais des applaudissements plus nourris. Merci. Car, je vous annonce en avant-première mondiale, mais je prépare un dictionnaire amoureux de la flatterie. Donc, luzerne. Merci. Alors, je rigole pas là. C'est-à-dire un objectif, non pas négatif, on va supprimer les normes, mais positif en termes de ce que ça donne. Et un autre point aussi, ce que vous avez dit sur l'éducation. Parce que on répète sans arrêt, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Mais quels enfants allons-nous laisser à ce nouveau monde? Qui connaissent rien à l'éducation alimentaire, rien du tout, qui ne savent pas ce que ça veut dire, qui ne savent pas faire la différence entre du poulet et du cabillaud parce que c'est blanc et carré.
eh bien, ce n'est pas possible. Si ce n'est pas eux qui défendent la nourriture en sachant que ceux qui mangent, c'est ce qu'ils vont devenir, ce n'est pas possible. Donc moi, j'attendrai, j'appellerai de mes voeux, comme on dit, des plans positifs, c'est-à-dire en disant on se met au courant de ça et d'une clarification, vous voyez, de la place de l'Europe dans la production de céréales. Encore une fois, dans la question, par exemple, dans la question de ce défi alimentaire, militaire, mondial. Je veux dire, si on n'est pas capable d'exporter, l'Europe n'existe plus. Vous voyez ce genre de questions. Et moi, je connais bien, parce que j'ai travaillé beaucoup ici à Bruxelles, si on morcelle trop, et si on est dans la norme et pas dans l'objectif, par exemple, un des problèmes de l'Europe, c'est qu'on n'a pas étendu à toutes les catégories sociales, pas seulement à celles des parents qui pouvaient avancer le prix d'Erasmus, eh bien, l'appartenance en chacun des petits Européens de l'Europe, ça serait plus forte. Et moi, ma terreur, étant donné ce qui se passe un peu partout, pourquoi il y a le changement entre 19 et 24 ? Regardez comment ça va se passer pour les Européennes. Je reviens de Bruxelles, j'entends les échos, je vois un peu partout, et on dit, allez, au revoir la norme, au revoir l'environnement. Et moi, le Parlement et donc la Commission qui va sortir des élections, bon courage. Alors que moi, je suis corps et âme européen parce que je sais que c'est la bonne échelle et que l'action, c'est à la fois le temps et l'échelle. Pardon d'avoir été encore plus long que tout à l'heure. Vous voulez... Oui, Faustine. Je peux réagir. Oui, alors déjà sur l'échelle européenne, évidemment, tout à fait d'accord. Enfin, l'environnement n'a pas de frontières, donc c'est des problèmes qui doivent être traités au niveau européen. Et je partage vos craintes. Il s'avère que je suis aussi de très près les projections pour les élections européennes, puisqu'on travaille dessus. Et il y a une montée fulgurante des partis qui ne sont pas du tout pro-européens. Donc c'est un risque. Et je ne peux pas m'empêcher de revoir cette photo que j'ai mise au début des jeunes qui étaient dans la rue, qui disaient « The future is Europe ». En tout cas, il faut qu'ils se mobilisent, mais tout le monde pour éviter que ce ne soit l'inverse. Parce qu'effectivement, le futur, ça reste l'Europe, comme vous l'avez dit. Maintenant, sur les questions d'éducation et d'alimentation, etc., ben c'est vraiment c'était un peu l'idée avec la loi cadre sur un système alimentaire. Et nous, c'est ce sur quoi on poussait vraiment, c'était qu'il y ait ce concept d'environnement alimentaire. Donc en gros, parce qu'il faut aussi savoir que les consommateurs, ils choisissent sur la base du prix, mais pas que. Il y a plein de facteurs qui font que certains consommateurs vont faire certains choix, que ce soit la proximité avec certains supermarchés ou d'autres, voilà. Donc il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte, et l'éducation, évidemment, qui est clé et qui est extrêmement importante. Donc c'est pour ça que ce type d'initiative, pour nous, doit voir le jour et est essentiel. Et ça revient aussi votre point avant, où vous parliez de la production, et il n'y a pas assez de chiffres sur les impacts, etc. Il y a des recherches qui ont été faites, je pense notamment à celle de l'IDRI sur un scénario à 2050 avec une agroécologie dans l'Union européenne. Et ces scénarios qui, évidemment, parlent de la production ne sont pas séparés de la consommation, puisque avoir de l'agroécologie en 2050 dans l'Union européenne veut aussi dire changer ses habitudes alimentaires et consommer moins de protéines animales, notamment, comme je l'ai mentionné avant, puisque de toute façon, les niveaux sont aujourd'hui insoutenables, comme c'est avéré par la communauté scientifique. Et Éric Masset, maintenant. Oui. Merci vraiment, Faustine, pour cette présentation directe. C'est ce qu'on voulait aussi. Vous avez dit à un moment donné qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Ben, nous, on ne demande pas mieux. Travaillons ensemble. On a besoin aussi de se connaître, parce que je pense que il y a une petite phrase qui m'a un petit peu choqué. On oblige les agriculteurs à produire plus.
Je suis agriculteur, vous avez plein d'agriculteurs ici, personne ne nous oblige à produire plus. Il y a un peu plus de 40 ans, moi, à l'école, on nous faisait du blé à 100 quintaux. Croyez-moi, on ne fait pas plus de 100 quintaux encore aujourd'hui. On est chez des choses d'entreprise. On a appris aussi à cultiver avec moins d'engrais, avec moins de phyto. Ce travail-là, il est fait. Il faut le continuer. Là, on est tous d'accord. On va le continuer, d'ailleurs. Et vous avez parlé d'ABCE 8 sur les surfaces non productives. Moi, je vais raccourcir plutôt en jachère. Nous, on a des projets dans la luzerne. C'est quoi? Pour la biodiversité, les apiculteurs qui sont aussi, vous le diront très bien, des bandes de luzerne non fauchées. Et là, vous avez un développement de la biodiversité comme jamais on peut avoir dans cette grande région agricole qu'est la Champagne. Donc vous voyez, on a besoin de se connaître. Et moi, vous rencontrez aujourd'hui, je me dis, il faut absolument qu'on se voit une fois par an, qu'on puisse discuter de ces choses-là, que puissiez nous donner le sentiment de la société, la demande sociétale, on l'a toujours dit. Et puis nous, les agriculteurs, alors c'est vrai qu'on est là aussi pour produire, mais ça a encore été dit par Eric tout à l'heure, de toute façon, c'est aussi notre métier, et produire aussi pour nos concitoyens. Au milieu de tout ça, il y a l'environnement, et bien sûr qu'on doit en tenir compte. Après, il faut pouvoir s'écouter. Voilà. Et puis la dernière chose, il y avait la rémunération des systèmes écosystémiques. Alors là, vous êtes tout à fait dans la filière luzerne. C'est ce que l'on demande aujourd'hui. Là-dessus, on trouvera à se mettre d'accord. La place des femmes. Et là, j'en profite alors je reprends ma casquette de vice-présidente de la coopération agricole et je vois Florence Pradier, la directrice générale de la coopération agricole. Ça fait partie du sujet de la coopération agricole. Nous voulons qu'il y ait plus de femmes. Alors, agricultrices, dans mon village, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de filles, de jeunes filles aujourd'hui qui s'installent. On ne les a pas encore en élus. J'ai une femme, salut Laure, je t'ai vu tout à l'heure. Voilà, au sein de Luzerne de France. C'est vrai qu'au sein de la coopération agricole, un peu moins. Bon, généralement, c'est des élus un peu plus âgés, donc les jeunes vont peut-être arriver derrière. Mais croyez-moi, Dominique Chargé, le président, n'est pas là, mais c'est notre volonté. Maintenant, c'est pas dire... Puis des femmes, c'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Je crois que ça a déjà été dit. Quand il y a une femme qui est un peu plus au-dessus du lot, elle est accaparée partout. Hein. Donc à un moment donné, elle dit stop, n'est-ce pas Laure? Mais c'est exactement ça. Alors avoir plus de femmes, c'est notre volonté. On va tout faire pour que ça arrive. Aujourd'hui même dans le conseil d'administration de ma coopérative, je ne sais pas si tu es là Céline, on a une femme et c'est très bien. Puis si demain on peut en avoir plus, ce sera encore mieux. Voilà pour la place des femmes. Alors d'ailleurs, je vous annonce que l'Académie française vient, par mon entremise, de signer un contrat avec la coopération agricole pour prendre exemple sur elle. Voilà. Donc ça, c'est parce qu'il faut que la coopération agricole se diversifie. Et là, il va y avoir un bien payé pour qu'on ait beaucoup plus de femmes académiciennes. Mais ce que je voulais dire de point frappant, c'est que au lieu d'avoir, comme souvent on a l'impression, quand ça vient de l'Europe, mais aussi de l'administration française, au lieu d'avoir une succession d'interdits, qui est un catalogue de possibles. Et franchement, depuis que je me familiarise petit à petit avec votre filière, c'est quand même très impressionnant. C'est-à-dire, on peut décarboner, c'est possible, on peut diversifier, etc. Moi, je découvre l'avenir du miscanthus, etc., etc. Enfin, je commence à me déniaiser, hein, comme mec. Je vous dirais mieux vieux tard que jamais, mais enfin... Donc, et ce possible... Moi, je vais vous dire, la politique, c'est le possible. Les postures, ça me fait chier. Voilà. Merci. Merci. Vous voulez dire un mot? Sinon... Non, mais pour conclure, effectivement, les solutions sont là. Il faut cette trajectoire, cette vision, il faut qu'on la définisse vraiment ensemble. Et je pense que c'est vraiment important de se dire aussi qu'il y a quand même un facteur temps. On ne peut pas rester figé parce que les chiffres sont là. Et on peut aujourd'hui décider de choisir notre futur ou le subir. Et moi, je pense que c'est mieux de le choisir quand même. Merci beaucoup.